André, tu veux mettre surtout non. Donc il reste 2 votes. Un seul, c'est Colette. Mathéo. Parfait. Donc nous avons 111 votes favorables, aucun vote contre et une abstention. Donc la question est adoptée. Alors on va laisser la parole à David pour la dernière ligne droite. Donc plusieurs points ressources. On va commencer par 2 points commande publique et puis les points ressources humaines et finances. David, c'est à toi. Donc la première délibération concerne donc, dans le cadre de notre programme pluriannuel de recomposition bocagère, depuis plusieurs années dans le cadre de l'exercice de la compétence GEMAPI. Ce programme porte sur la réalisation de travaux hydrauliques lousses visant à favoriser l'infiltration de l'eau dans les parcelles agricoles et ainsi préserver la qualité des cours d'eau. Les travaux réalisés sont principalement des haies sur talus à fonction anti-érosive, des haies à plat, le retalutage, le regarnissage de haies existantes. On vous rappelle dans la délibération que ces travaux font l'objet de subventions à hauteur de 80% par l'Agence de l'eau Seine-Normandie et la région Normandie. Nous avions un marché avant de commande qui s'est terminé au premier trimestre 2021. Il était nécessaire de relancer un nouveau marché pour faire face aux besoins. Le présent marché est découpé en 4 secteurs géographiques qui correspondent aux techniciens qui sont sur l'ensemble de notre territoire. Ce sont les secteurs sur lesquels ils travaillent, eux-mêmes découpés en 3 lots et attribués par marché séparé. Donc, il y a les secteurs ouest, centre, est et nord, 3 lots identiques par secteur, travaux de création de talus et aménagements complémentaires, fourniture de plans forestiers et de protection contre le gibier, mise en place de matériel de plantation, et fourniture et mise en place de plaquettes bois. Donc la commission MAPAR s'est réunie le 25 juin dernier pour analyser ces offres. Il est ressorti donc plusieurs entreprises. Je vais vous donner lecture des entreprises qui ont été retenues, sachant que sur les estimations que nous avions mis avec le montant maximum annuel, nous sommes en deçà que ce que les entreprises nous proposent, sauf sur les fournitures de plans forestiers et de protection contre le gibier, où là on est un petit peu au-dessus. Mais dans l'ensemble, sur la masse globale, on reste en dessous des estimations sur lesquelles nous partions. Concernant, alors je vais vous donner le lot 1, 4, 7 et 10 pour le coup. C'est la même entreprise qui a été retenue, c'est la SRL d'Aillancourt. Sur le lot 2, 5, 8 et 11, c'est la SNC Naudet et compagnie Renvoisement. Et sur les autres lots, le lot 3, 6, 9 et 12, c'est l'entreprise Ecobois qui a été retenue. Je vous propose ce soir de valider, suite à cette commission MAPAR, les entreprises retenues et avec le montant hors taxe du DQE présenté. Y a-t-il des questions? Pas de questions? Je vais faire son vote. Alors, il reste encore quelques votes. Donc Alain, Chevalier, Gérard Danigo, Gilles, Dieu, Bernard Lair, Philippe Douane, Richard Zurek, Michel Perrault, Nathalie Palacier, Michael Lecartier, Alain. Il est parti. Bien, donc le vote est clos. Donc, nous avons 107 votes pour et 2 abstentions. Je passe le point suivant. Le point suivant concerne une convention de groupement de commandes pour la passation d'un accord cadre à marché subséquent dans le cadre de prestation de mandat et de maîtrise d'ouvrage du service Connect et le mandat d'études. Donc notre collectivité a approuvé lors du Conseil communautaire du 15 avril dernier son PPI pour la période 2021-2026.
2006. Compte tenu des moyens humains contraints de notre PCI, il a été fait le choix de mettre en œuvre ce PPI en faisant appel pour partie à un prestataire privé sur les volets techniques, juridiques et financiers des projets. Il s'agit de confier à ce prestataire la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation opérationnelle de bâtiments neufs ou réhabilitation de travaux d'aménagement ou la réalisation de services connexes à ces projets. L'objet des missions confiées au prestataire dans le cadre des marchés subséquents consistera également à la passation des mandats d'études destinés à confirmer la faisabilité et l'opportunité de certains projets de construction ou d'aménagement et d'en déterminer leur contour et leur modalité opérationnelle. Dans son objectif d'appui aux communes, il est paru opportun à la communauté d'agglomération d'ouvrir la possibilité aux communes membres de l'agglomération de bénéficier de ces prestations au travers d'une convention de groupement de commande, étant précisé que ce dispositif n'est envisageable que pour des projets dont le coût unitaire est supérieur à 750 000 €, car le ticket d'entrée est autour de 40 000 €. Pour des projets un petit peu moins, ça paraîtrait compliqué. Quelques communes se sont manifestées pour ce groupement de commande, la ville d'Avranches, Isigny, Pontorson, Saint-James, Sartigny-Bocage. La convention constitutive désigne la communauté d'agglomération comme coordonnateur du groupement, ce qui évite aux communes d'avoir à montrer leur propre marché. Donc on vous rappelle que chaque partie s'engage à participer à l'organisation technique et administrative de la procédure, prendre connaissance et valider les documents, désigner un représentant élu pour intégrer la commission d'appel d'Europe du groupement de commande, signer et notifier les marchés subséquents, assurer le paiement des prestations correspondantes, exécuter ces marchés sous sa seule responsabilité et entière responsabilité. Le coordonnateur est chargé au nom pour le compte de chaque membre du groupement de signer l'accord cadre, de notifier l'accord cadre au candidat. Donc les communes qui ont fait part de leur souhait de rejoindre son groupement de commande n'ont pas d'obligation non plus, mais ça leur permet de bénéficier d'un tarif groupé et d'une expérience au prestataire qui sera retenu. Est-ce que c'est clair pour tous? Oui, Raymond? Est-ce que c'est ce groupement de commande? Est-ce que vous pourriez allumer votre micro? C'est ma voisine qui allume. Est-ce qu'on tient compte des entreprises de la communauté d'agglo? Est-ce qu'on regarde vraiment de près et de plutôt les faire travailler que des entreprises, je dirais, hors département? Alors, là, par rapport à la délibération qui vous est proposée, Raymond, c'est plutôt un accord cadre sur un accompagnateur pour monter des projets, aller chercher des subventions selon la prestation qu'on souhaite. Là, votre question porte plutôt sur les appels d'offres et comment nous retenons les entreprises et pouvons-nous favoriser les entreprises locales. Donc vous savez très bien que dans les appels d'offres, ce sont les CCTP, les marchés que nous lançons, et nous devons répondre soit à un critère prix ou à un critère technique. Et malheureusement, nous ne pouvons pas faire preuve de favoritisme sur un territoire. Si c'était d'y inclure une partie environnementale par rapport au coût de transport ou ce genre de choses, mais les marchés sont tels qu'ils sont des marchés publics, avec des règles qui existent depuis longtemps. On peut regretter parfois, effectivement, dans les appels d'offres, de voir des entreprises locales qui ne soient pas retenues, parce qu'on préférait que l'argent reste sur notre territoire, mais par rapport à la délibération qui vous est proposée, ce n'est pas la question. Alors, si ça peut vous répondre, on aimerait bien que les entreprises locales puissent prendre nos marchés et être les premières retenues, mais ce sont les conditions des appels d'offres. Alors j'ai bien compris, c'est pas la question. Si vous permettez, j'ai quand même aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, dans les communes, quand on fait un appel d'offres, on n'a même plus de réponse sur tous les postes qu'on a à couvrir. Ça devient que c'est plus un appel d'offres, hein, parce qu'on est obligé d'aller au-devant d'autres entreprises et de recommencer. Tout ça parce que le côté technique est tellement complexe que les entreprises de taille un peu plus moyenne, qui sont moins affûtées sur ce dossier technique, ne répondent pas du tout. Enfin, je ne sais pas si les maires qui sont ici ont le même problème que moi. Moi, c'est un problème que j'ai déjà eu à résoudre d'autres fois. Je pense que c'est un problème partagé par chacun d'entre nous. Et c'est les règles du jeu, c'est comme ça. Maintenant, si on veut changer les règles du jeu, il faut en parler à nos parlementaires. Mais je pense que ce qui est proposé ce soir est de nature aussi à apporter des solutions. En fonctionnant de cette manière-là, de manière collective, on peut être plus à même de trouver des entreprises intéressées. Je pense que c'est aussi un des objectifs. Après, sur la question que Raymond soulève, c'est aussi à nous d'accompagner certaines entreprises qui peuvent trouver un peu technique les réponses à apporter au marché public,
sais que je pense que c'est le département qui, à une époque, avait édité les CCI, qui éditaient des plaquettes pour expliquer à des entreprises locales qui travaillent plutôt dans le secteur privé la façon dont il fallait répondre à des appels à la candidature, enfin, des appels d'offres publics. Je pense qu'on a tous un rôle à jouer en sensibilisant les acteurs économiques locaux afin qu'ils répondent à des projets publics. Parfois, ça fait un peu peur, mais j'ai l'impression que le milieu de l'artisanat, notamment, l'entreprise au public, c'est quand même bien musclé sur ces questions-là. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions avant qu'on passe au vote? A priori non, donc je vous propose de voter. Alors, il reste encore quelques votes. Jessie Orban à toi. Alors, il reste Gérard Baligo, Maurice Duhamel, Stéphane Graal, Annie Guénon, Gaëtan Lambert, Élise Roussel, je ne sais pas si non. Donc voilà, nous avons 111 votes qui sont tous favorables. Alors on quitte la commande publique et on arrive avec le point 17 dans les ressources humaines. Alors la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise de l'engagement professionnel, IFCE pour les filières techniques, culturelles, médico-sociales. Dès le mois de janvier 2017, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise de l'engagement professionnel a été mis en place au sein de la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Cependant, tous les arrêtés d'application n'étaient pas publiés, nous n'avons pas pu l'étendre à l'ensemble des filières. Il est donc proposé aujourd'hui de l'étendre à toutes les filières éligibles à ce dispositif afin d'harmoniser la gestion du régime indemnitaire de notre collectivité. On vous rappelle le principe, le RIFSEP vise à valoriser l'exercice des fonctions et constitue l'indemnité principale du nouveau régime indemnitaire. Celle-ci repose d'une part sur une formalisation précise de critères professionnels et d'autre part sur la prise en compte de l'expérience professionnelle. Cette indemnité est liée au poste d'agent et à son expérience professionnelle. Chaque emploi ou cadre d'emploi est réparti entre différents groupes de fonctions au vu des critères professionnels suivants: fonction d'encadrement, de coordination, pilotage, de conception, technique, expertise, expérience ou qualification nécessaires, suggestion particulière ou degré d'exposition du poste au regard de son environnement professionnel. Les bénéficiaires, le RIFSEP est attribué aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel au prorata de leur temps de travail. Il est également attribué aux agents contractuels occupant un emploi au sein de la collectivité. Le montant individuel attribué sera librement défini par l'autorité territoriale par voie d'un arrêté individuel. Il sera versé mensuellement. En condition de cumul, en conséquence, le RIFSEP ne peut se cumuler avec la prime de technicité forfaitaire, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires, l'indemnité d'administration et de technicité et l'indemnité de responsabilité des régisseurs d'avance et de recettes. Donc dans la délibération, il vous est proposé la mise en place de ce RIFSEP avec les différents montants maximum annuels. Est-ce que vous avez des questions? A priori non. Pas de questions? Eh bien, nous votons.
CIA est liée à l'engagement professionnel et à la manière de servir. Les bénéficiaires, le CIA est attribué selon les modalités ci-après dans la limite des plafonds applicables aux agents titulaires et stagiaires à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, aux agents contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel, dont la durée totale des services effectifs dans l'année est supérieure à 4 mois. La détermination des montants maximum de CIA, le CIA pourra être versé en fonction de la valeur professionnelle de l'investissement personnel de l'agent, apprécié par chaque responsable de service, qui pourra tenir compte de la valeur professionnelle, l'investissement personnel dans l'exercice des fonctions, le sens du service public, la capacité à travailler en équipe et la contribution apportée au collectif de travail, l'absentéisme du 1er septembre de l'année N-1 au 31 août de l'année N. Le CIA fera l'objet d'un versement en une seule fois en fin d'année. Il ne sera pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre. Le versement a lieu en année N en tenant compte de l'évaluation professionnelle portant sur l'année N-1. Le montant est proratisé en fonction du temps de travail et du temps de présence sur l'année de référence. La période de référence pour le versement anti-de 2021 est fixée entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021. Les modalités de maintien ou de suppression du CIA, un agent totalement absent dans l'année, pour disponibilité, congé parental, maladie ou accident de travail, ne pourra pas bénéficier du CIA. On vous rappelle que l'inscription budgétaire de l'enveloppe du CIA a été fixée à 100 000 € et a été prévue au budget 2021. Juste avant de délibérer, donc ça a été mis en comité technique avec les agents. On aurait eu souhaité le mettre en place l'année dernière, mais avec l'année Covid, c'était un peu compliqué. Les gens se confondaient entre le prime Covid et cette prime CIA. Donc c'est une nouveauté sur notre collectivité. 100 000 € pour une masse salariale de 16 millions d'euros à l'année, ça ne représente pas grand-chose. Mais l'idée, c'est de mettre un outil de management par rapport aux différents critères qui sont posés ici. Et ça responsabilise aussi les responsables de service qui auront donc une enveloppe moyenne, donc 100 000 € pour en gros 500 agents, ce qui fait à peu près 200 € par agent. D'accord ? Donc ils auront une enveloppe par service en fonction du nombre de personnes qui sont, et c'est eux qui auront une grille de critères qui sera travaillée avec les ressources humaines pour pas qu'il y ait une appréciation plus ou faciès et que les grilles qui soient faites par les différents responsables soient de la même trame et avec un traitement égalitaire, on va dire, à l'échelle de notre collectivité. Merci David. Est-ce qu'il y a des questions sur cette proposition? Philippe Lemoine. Vous n'avez pas peur que ça devienne, avec le temps, un avantage acquis et après, ça reste déterminé au bon vouloir de la hiérarchie. Donc, est-ce que ce serait pas plus simple de faire une revalorisation des salaires? Ça fait une forme d'intéressement, mais quand même. Tous les ans, nous aurons l'obligation de revoter une enveloppe budgétaire. Elle pourrait être à 0, en fonction aussi des finances de la collectivité, à 100 000, à 200 000, à 300 000 en fonction. Disons qu'on a envie de voir ce que ça peut donner en termes de management, et pour responsabiliser aussi les responsables du service. C'est un outil qui est utilisé dans d'autres collectivités, qui a fait ses preuves. C'est un vrai outil managérial. C'est une façon, comme le disait David, pour un chef de service de récompenser les éléments qui sont efficaces, qui ont envie de travailler, qui donnent de leur personne pour arriver aux résultats les meilleurs. Je trouve que c'est bien que ce soit les chefs de service qui s'approprient cet outil. Quand je disais, par exemple, c'est vrai que avoir quelque chose de réparti de manière équitable, que l'agent soit motivé ou moins motivé, voire franchement motivé, moi ça me pose question. Alors là, clairement, ça peut être un outil de valorisation d'un travail qui est particulièrement bien fait. Je pense que c'est quelque chose qui s'inspire en effet plutôt d'un mode de gestion privée. Je pense qu'à un moment donné, il faut être capable de se dire que récompenser des gens qui méritent, c'est plutôt une bonne chose. Je trouve que c'est des choses qui sont peut-être à revaloriser par les temps qui courent. Alors je vois la main d'Olivier Levy qui se lève tout au fond. Je t'apporte un micro. Bonsoir à tous. Je suis surpris que les
planchers et des plafonds. Je peux me tromper, mais Alors, il y a un pour plafond. l'avoir fait il n'y a pas très longtemps. Dans la délibération, il y a un plafond qui est de 500 € pour le coup, maximum. Mais l'enveloppe reste quand même au nombre d'agents au sein du service. Non, mais ça, j'ai Ah, compris. J'ai compris, c'est clair. Sauf que nous, on l'a fait il n'y a pas très longtemps et on a voté aussi par filière. Là. Le montant de CA maximum par filière. Tout à fait. Mais là, je ne vois pas par filière. Dans la délibération, tu as les cadres d'emploi, catégorie A, B, C, et le traitement est le même pour chacun, que ce soit responsable de service ou pas. C'est bon? Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, avant qu'on passe au vote? On y va? Écoutez, c'est parti. Alors, il reste Messieurs Amar, Thierry Saliman et Rémi Enfray. Voilà, le vote est clos, donc nous avons 97 votes favorables, un seul vote contre et 12 abstentions. Donc la question est adoptée. La délibération suivante concerne donc la création d'un poste de charge d'émission Natura 2000. Nous en avions déjà parlé à la fois au dernier conseil communautaire par rapport au plan de la région, par rapport au plan de l'agence de l'eau Seine-Normandie. Donc la communauté d'agglomération a été désignée structure porteuse du site Natura 2000 validé par le comité de pilotage Natura 2000 en date du 7 mars 2019 afin d'assurer l'animation du site et la mise en œuvre du document d'objectif pour une période de 3 ans. Il s'agit d'un renouvellement de mandat de gestion que l'ancienne communauté de communes du Val-de-Cé assurait depuis 10 ans. Le représentant de l'État sollicite la communauté d'agglomération pour engager une révision du document d'objectif afin d'actualiser les connaissances du patrimoine naturel et les actions à mettre en œuvre pour assurer leur conservation. Ainsi, le cahier des charges de la révision du DOCOB précise les champs d'analyse particuliers attendus sur le site de la Vallée-d'Assé, avec la réalisation de l'état des lieux, appliquant une évaluation de la mise en œuvre du DOCOB, la proposition de modification du périmètre actuel en adéquation avec les résultats de l'état des lieux et la contribution de la consultation qui en découlera. Les moyens nécessaires à la révision du DOCOB correspondent à l'emploi à plein temps jusqu'au 31 décembre 2022 d'un chargé de mission de niveau BAC plus 4 plus 5. Ces moyens ainsi que les frais généraux afférents seront pris en charge à 100% par le programme de développement rural État et FEDER, et ce jusqu'au 31/12/2022. Vu le présent budget prévisionnel concernant les frais pour la révision du document d'objectif du site Natura 2000, couvrant la période du 2 août 2021 au 31 décembre 2022, je sais que Vincent Bichon avait fait une priorité, que si le poste était financé à 100%, on irait, sinon on n'irait pas. Donc vous avez le plan de financement qui vous est présenté et le choix de créer un poste d'ingénieur territorial de catégorie A pour la filière technique, pour une mission jusqu'au 31 décembre 2022. Merci, Olive. Est-ce que vous avez des questions? Alors, Daniel, on t'envoie un micro. C'est un chargé de mission en CDD jusqu'au 31/12/2022. Donc il n'a plus besoin de micro. D'autres questions, remarques? C'est bon, on passe au vote. Alors, il reste encore quelques
Gérard Daligo, Jacques Lucas, Christian Pain, Élise Roussel. C'est parfait. Point suivant, toujours. Oui, avec la création d'un poste de directeur ou directrice. Philippe Legoine qui veut intervenir. C'est la GLO. Ah oui, c'est tout. C'est pour ça qu'on crée un poste en fait. Vincent, tu veux un mot? Et très rapidement, là, entre les services de l'État seront présents, c'est Laurent Battier qui sera présent, Laurent Andréal, l'AGLO. Mais voilà, clairement, ils fixent le cadre, hein, c'est eux qui financent l'intégralité. Je rappelle juste que sur ce dossier-là, on a rencontré tous les élus du Val-de-Sée qui sont prononcés favorablement pour conserver la maîtrise de l'ouvrage en fait, de cette révision du TOPOB. On a le président du comité de pilotage qui est juste derrière toi. Tout le monde était favorable pour que l'AGLO conserve la main sur ce dossier. Voilà. Et ce chargé de mission sera recruté en collaboration avec le service de l'État des Milieux. Merci Vincent, cette précision. Bon, le vote est passé au fait. On passe, oui, donc au autre point ressources humaines. Oui, avec la création d'un poste de directeur ou directrice adjoint des ressources humaines et une modification du tableau des emplois qui vous sera présenté juste après. Donc l'organisation de la communauté d'agglomération vient d'être mise à jour en lien avec les nouvelles orientations politiques. Le directeur général est accompagné de 3 DGA dont les missions se répartissent sur le service à l'usager, les ressources et la relation avec le territoire avec le soutien au bloc communal. Les fonctions de direction de ressources humaines, DRH et DRH adjoints seront mutualisées au profit des communes qui le souhaitent et dans un premier temps, la commune nouvelle d'Avranches qui est composée d'environ 190 agents. Elle mène actuellement un projet d'administration et s'inscrit dans une volonté de dynamisme managérial innovant. Afin de répondre à la volonté d'une fonction RH mutualisée, la création d'un poste de DRH adjoint est nécessaire pour permettre la mise à disposition de la directrice ou du directeur des ressources humaines auprès des communes et dans un premier temps auprès de la ville d'Avranches. Le DRH adjoint assistera à la DRH dans tous les dossiers de la collectivité et pourra également être mis à disposition. Dans le cadre de la gestion des emplois, des études se font régulièrement sur l'organisation actuelle et celle à parfaire afin de répondre à moyens constants aux différentes attentes de service. Donc juste préciser que ça fait partie vraiment des objectifs de notre mandat, d'abord que la communauté d'agglomération, par sa technicité, puisse être un point d'appui pour les communes qui le souhaitent et d'avoir des prestations qui vont apporter aux communes la technicité des fois qui est difficile à recruter. Donc ça vaut aujourd'hui pour les ressources humaines et ça vaudra demain pour la commande publique, voir les finances, voir comment on peut mutualiser au mieux pour être en point d'appui au niveau des communes. Donc, je ne sais pas si c'est la création de ce poste, vous avez des questions. Personne ne souhaite intervenir? Pas de questions, pas de remarques? Alors, il y a juste donc, du coup la modification du tableau des emplois qui vous est présenté. Ce sont des petits ajustements par rapport aux agents d'entretien, aux responsables de service. Donc, on vous met les ETP avant et après. Ce qui est relié, c'était avant et vous avez après. Il y a toujours des ajustements en cours d'année, soit parce qu'on arrête les prestations avec les prestataires privés, soit parce qu'il y a des ajustements de temps horaire par rapport à des agents d'entretien, mais pour les besoins de la collectivité. On a en suppression de poste aussi l'animateur, animatrice à l'ESH de Sourdeval en 0,5 ETP et la création du poste suivant qui concerne le FS de Sourdeval pour un 0,5 aussi ETP. Donc, il vous est proposé la création du poste et la modification du tableau des emplois qui vous est présenté. Avez-vous des questions ou des remarques? Oui, Daniel, on t'apporte un micro. Ben si, on t'entend pas. Alors, ça sert à rien de le poser, c'est que on va te répondre. Non, j'ai vu ça. On avait un micro portable, ça serait un peu plus.
Afin de répondre à la volonté d'une fonction RH mutualisée, la création d'un poste de DRH adjoint est nécessaire pour mettre en place la mise à disposition de la directrice ou du directeur des ressources humaines auprès de la commune, dans un premier temps auprès de la ville d'Orange. D'abord, je me pose la question si c'était pas la ville d'Orange, d'embaucher directement un RH, on n'aurait pas le payer, nous. C'est là, apparemment, il va travailler pour la ville d'Orange. Mais qui paiera sa part. La directrice. Oui, mais Mettre à la disposition de la directrice du directeur des ressources humaines auprès de la commune, dans un premier temps auprès de la ville d'Orange. Il va travailler à combien d'heures pour la ville d'Orange? ce sera en fonction du nombre d'heures passées. Comme ça se passe pour d'autres postes qui sont mutualisés ou pour d'autres mises à disposition. Ce qu'on s'aperçoit quand même pour les collectivités qui ont un comité technique, c'est qu'on retrouve très souvent les mêmes délibérations communales et communautaires. Il y a un travail de veille juridique, de validation en CT, etc., qui est complètement similaire entre les communes et la communauté d'agglomération. Ça fait un double travail dans le communal et communautaire. C'est un peu dommage de faire travailler deux équipes, chacun de leur côté, et pas de profiter d'une expertise pleine et entière.